Presse, c'est votre plateforme de débat, toujours à l'affût de l'actu, pour vous décoder toutes les clés de l'info qu'il vous faut. C'est avec le poids des arguments pour sûr, le choc des idées à coup sûr. C'est notre 374e rendez-vous en vitrine dans cette édition de Scène de Presse. Les femmes et la politique, tout feu, tout flamme. Yaoundé a abrité cette semaine la deuxième édition de la conférence mondiale sur le leadership féminin et la participation politique des femmes. L'occasion pour nous d'évaluer le long chemin vers la parité. Le Cameroun, lui, peut se targuer d'avancées certaines, même s'il reste de nombreux obstacles à lever pour faire de la place aux femmes. Le temps de la retraite, renaissance ou fin de cycle, la problématique reste d'une actualité brûlante dans un contexte d'application de la lettre circulaire du Premier ministre du 12 novembre 2015 rappelant les règles régissant la mise à la retraite des agents publics. C'est l'occasion de revisiter les manuels de reconversion pour une retraite active. Mesdames et messieurs, merci d'être une fois de plus des nôtres pour ce dimanche et retrouver dans cette édition de Scène de Presse le portrait de la semaine. Élise Mbala dans sa nouvelle vie de mère d'Acom 2. Scène de Presse, c'est aussi les zoomings sur l'actu. Le focus du soir, c'est la présidente du réseau national des femmes rurales. Scène de Presse, c'est aussi en fin d'émission l'image collatérale et les unes du lundi. Mais je vous propose tout d'abord de découvrir nos invités du soir, mise en scène par Christelle Avom. Jean-Pierre Efoubo Onana est l'éditorialiste du nouveau tabloïd Signature. Il reste la preuve irréfutable qu'après la retraite, il y a une vie. On lui donnerait 5 vies qu'il serait toujours journaliste. Son parcours a laissé des traces à la CRTV par des grands reportages tels que celui de la catastrophe du lac Nyos. Cet ancien chef de station CRTV Littoral a aussi officié à la brigade de reportages spéciaux comme chef de cellule des activités du président de l'Assemblée nationale. Cette grande plume, souhaitons-le, fera les beaux jours de la nouvelle aventure. Jean-Baptiste Atemengue, voit le nouveau vice-président de la section RDPC de Ngoumou. Ce fils de la Meufoué Akono, très familier des plateaux TV, prêche la bonne parole du parti au pouvoir sans dogmatisme. Et pour cause, la science politique, il la connaît. Son diplôme d'études approfondies, il obtient de l'université de Montesquieu de Bordeaux. D'ailleurs, c'est par un doctorat en Sciences Po qu'il approfondit ses recherches à la Sorbonne à Paris. Classification journaliste. C'est ainsi qu'il se définit le directeur général d'Africa News Network Multimédia. Marcel Amoko est un diplômé de sciences politiques de l'École des hautes études politiques et sociales. Il poursuit son cursus en relations internationales au Centre d'études préparatoires aux organisations internationales de Paris. Pendant plus de 20 ans, il a prêté sa voix aux médias internationaux tels que RFI, TV5 Monde, Africa numéro 1 et en 2007 Vox Africa. Après 11 ans passés au service mondial de la BBC à Londres, ce spécialiste de l'actualité africaine a posé ses bagages à Yaoundé où il a donné naissance à Kalak FM. Benjamin Kisso est spécialiste en formation professionnelle, création d'entreprises et en accompagnement des retraités. Diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et sociales de Douala, le directeur régional du Fonds national de l'emploi pour le littoral mène des études sur l'élaboration de plusieurs projets de création d'entreprises et de GIC. Belle plume, Benjamin Kisso est l'auteur de plusieurs livres sur la formation et la création d'entreprises, parmi lesquels « Je crée mon entreprise » qui en est à sa 3e édition. Sans doute ce globetrotter, qui a à son actif plusieurs consultations du Bureau international du travail, répondra aux questions sur la vie après la retraite. Et si je vous contais l'Amazone venue de l'Alliance des forces progressistes? C'est bien elle, Alice Sadio, qui succède à Maître Mouna Bernard, à la tête de l'AFP. Transfuge du SDF, la présidente nationale de l'AFP connaît le combat politique. Elle le pratique depuis plus d'une quinzaine d'années. D'ailleurs, Alice Sadio le démontre au travers de son programme politique qui, entre autres, vise à conquérir les jeunes et les femmes.
Maire et politique engagée, son rêve à elle est de réunir toute l'opposition au sein d'une fédération. Elle pense avec véhémence que les femmes ne sont pas les accompagnatrices des hommes dans les couloirs politiques. Elle qui aime bien crier haut et fort ce qu'elle pense, nous la retrouverons en deuxième partie de Scène de presse. Scène de presse, une communauté de téléspectateurs et de débatteurs. Avant de voir nos invités croiser le verbe, je vous propose de revenir sur les autres faits marquants de l'actualité de la semaine dans la revue de presse. C'est le meilleur de l'info dans les meilleurs tabloïds de la place. C'est une signature de Gladys Lebouda. On va donc dans quelques minutes vous proposer cette revue de presse. C'est le temps pour moi donc d'accueillir nos invités qui sont tous en plateau, notamment, oui voilà, la revue de presse, on va pouvoir la diffuser. C'est une signature de Gladys Lebouda. Cameroun Tribune le clame. Paul Biya est en Europe depuis mardi dernier. Le chef de l'État et son épouse effectuent un court séjour privé dans le vieux continent avec une délégation des plus simplifiées. Un brin suspicieux, Mutation établit le parallèle entre ce voyage et le calendrier politique des prochains jours, marqué par l'ouverture de la session parlementaire de mars. Le journal soupçonne l'introduction probable d'un nouveau projet de loi au plus fort du déluge d'appels à candidature. Une pluie de meetings plaidoyés a justement embrumé la presse cette semaine. Les carillons de soutien au chef de l'État résonnent dans Cameroun Tribune. Mardi, la Haute-Sanaga réaffirme son choix et mercredi, le littoral sort les trompettes de soutien dans le journal de Marie-Claire Nana. Jeudi, l'appel du centre brille par sa liste kilométrique de signataires. Chefs traditionnels, syndicats ou même diplômés de l'ENAM font chorus dans le quotidien national bilingue. Pour Cameroun Tribune, l'appel à la candidature de Paul Biya en 2018 est résolument unanime. Mais pour le jour, tout n'est que manœuvre. Le quotidien bleu se fait nostalgique de ces années sans appel entre 1989 et 2004. Les échéances électorales étaient alors portées par une opposition plus résiliente et audacieuse. Selon le journal d'Aman Mana, les appels pléthoriques reflètent l'ennui d'un parti au pouvoir en mal d'adversaires. Le journal rappelle surtout que Paul Biya a toujours donné suite favorable aux appels de ses partisans. Mais d'un appel à l'autre, les partitions diffèrent et parfois les notes s'accordent avec peine. À en croire Repère, l'Ouest a accouché d'un appel dans la douleur. L'hebdomadaire souligne une sincérité de surface, mise en nu par de nombreux clivages internes lors du meeting de Bafoussam. Illustration de choix, le discours du roi des Bamoun. Le sénateur Ibrahim Bombonjoya a tenu à rappeler à ses camarades de parti les enjeux et les risques de la conquête du pouvoir. Dans le jour, le sultan Bamoun appelle à la tenue d'un congrès extraordinaire du RDPC pour réfléchir à des solutions durables et garantes d'harmonie à l'aube de la présidentielle. Mutation a tout fait d'ériger le sultan en exemple de lucidité et de courage. Dans la foulée, le quotidien de Xavier Messé recense les camarades qui ont tenu tête au président national du RDPC. Le jour n'a pas loupé le départ discret du sultan en Europe, quelques heures après le décollage présidentiel. Coïncidence au rendez-vous de Roa, le quotidien bleu prédit des discussions stratégiques sur l'avenir du parti. Parti pris, décisions arbitraires et lenteurs entachent le corps judiciaire camerounais, rapporte Mutation de mercredi. À l'occasion de la rentrée judiciaire, la Cour suprême a posé des mots sur les plaies qui entravent l'efficacité de la justice camerounaise. Parole de magistrat dans Cameroun Tribune, les erreurs judiciaires seront automatiquement traquées, tout comme les derniers bastions de Boko Haram. Cette semaine, la secte a perdu son fief militaire de Koumché, village frontalier de l'extrême nord. Le jour nous apprend que la libération de cette localité est le résultat d'une offensive coordonnée de la force multinationale mixte et de l'armée nigériane. Une coopération militaire raffermie par la visite du ministre de l'Intérieur nigérian au Cameroun. Pour Abdoulaman Bello Bondazou, on ne parlera bientôt plus de Boko Haram. Mardi encore, Mutation décomptait 20 morts au cours d'un double attentat suicide au marché de Mémé.
Le jour donne des colonnes au préfet du Mayo-Sava qui parle de résistance stérile d'une secte essoufflée. Du souffle, il en aura fallu au quotidien de l'économie pour produire 1000 numéros sur un créneau peu couru et souvent boudé. Le journal a célébré sa 1000e une vendredi dernier dans une édition autoportrait. Le quotidien spécialisé revient sur les 1001 inquiétudes qui ont rythmé la vie du journal. Thierry Ekouti en profite pour honorer ses pionniers et offrir une tribune à ses lecteurs. À l'ère du numérique, le journal est déterminé à se forger 1000 autres vies. Et c'est le temps du débat avec la première une des scènes de presse. Donc, Cameroun, avocat du genre. Notre pays a abrité cette semaine la deuxième édition de la conférence mondiale sur le leadership féminin organisée par le réseau More Women in Politics sous le très haut patronage du président de la République. Je voudrais d'entrée de jeu accueillir Alice Sadio. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Biina. Bonsoir aux co-panélistes et surtout bonsoir aux téléspectateurs. Alors, vous avez pris une part active à cette conférence. Je voudrais d'emblée vous demander si ce type de rencontre, en quoi, selon vous, ce type de rencontre constitue des pas supplémentaires vers le gender equity? Pour dire vrai, ces rencontres ne viennent pas, n'ont pas innové du point de vue du fond. Mais dans la forme, ces rencontres-là sont importantes parce qu'elles permettent de raviver la flamme du combat qui est le nôtre en tant que femme et du combat qui, au-delà de la femme, qui est aussi un combat contemporain, un combat générationnel, parce que je parle notamment en ce qui concerne l'Afrique, parce que si vous voulez mon point de vue, l'Afrique a peut-être plus que les autres continents besoin de s'approprier, de domestiquer cette problématique du leadership féminin parce que le continent va mal, le continent souffre de beaucoup de guerres, de crises économiques et d'autres crises qu'on ne citerait pas ici. Et je pense que peut-être que si on travaillait ensemble dans un partenariat gagnant-gagnant, peut-être qu'on réussirait à juguler toutes ces crises-là dans ce partenariat homme-femme pour bâtir. Et nous avons la chance que nos sociétés sont dans un processus d'édification. Donc c'est le moment d'intégrer la femme pour bâtir des sociétés africaines plus justes, plus équitables. Et je citerai le chef de l'État en la matière. Alors, je voudrais on va voir à quel point la femme camerounaise est intégrée. On va peut-être voir à la régie, le réalisateur va nous proposer un tableau pour avoir quelques chiffres sur les femmes de pouvoir au Cameroun. On peut dire rapidement qu'on a 10 femmes ministres, une femme ambassadrice, 56 femmes députées, 20 sénatrices, 51 femmes maires sur les 360 communes, 5 femmes secrétaires générales des ministères, 7 qui assurent les fonctions précisées des directeurs généraux de sociétés d'État, 6 femmes directeurs générales adjointes de sociétés d'État, 2 femmes recteurs sur 8 et une femme préfet du Kunki sur nos 58 départements. On peut continuer de dérouler le nombre de femmes qui occupent des positions de pouvoir. Au regard de ces chiffres, Jean-Pierre Foubandana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Aimé Robert, merci de m'accueillir ici. Au regard de ces chiffres, on constate qu'on est quand même loin de l'époque, de cette époque que vous connaissez bien, où Delphine Tchanga était la seule femme à siéger au gouvernement. Oui, Madame Delphine Tchanga a inauguré le bal. C'était dans les années 70, ministre des Affaires sociales. Elle était la première. Elle a été la seule pendant longtemps. Et il faut admettre que entre ce moment-là et aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, si j'en juge par votre tableau qui vient d'être défilé sous nos yeux. La femme a fait beaucoup de chemin au Cameroun. Je crois qu'on doit en savoir gré à l'autorité politique de ce pays. Mais je pense que plus on fait, plus on doit continuer à faire.
Parce qu'effectivement, c'est bien, vous avez un gouvernement de 65 ministres, le gouvernement du 2 octobre, il y a 10 femmes. Sur les 10 femmes, il y a 7 ministres et 3 secrétaires d'État. Ailleurs, on fait la parité. Ailleurs, on aurait trouvé 30 ministres femmes ici et 30 ministres hommes. Moi, je pense qu'il faut continuer. La femme est la moitié de l'humanité. La femme est très dynamique. La femme occupe des positions dans nos sociétés qui font d'elle, qui de lui donner un rôle irremplaçable. C'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme qui est la gardienne de la société. Vous savez, la plupart des décisions prises par des hommes, on ne le sait pas assez, sont inspirées par des femmes. Et je crois que quand on parle de corruption dans notre pays, on n'aligne pas beaucoup de femmes parmi les prisonniers à Kondengui. Donc je pense qu'en la matière, on a encore du chemin à faire. Je crois qu'on peut encore faire confiance à la femme. Ah, absolument. Alors, je vais voir avec un politique, Jean-Baptiste Atemgue, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Robert, et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, pour qu'il y ait davantage de femmes, il faut relever un certain nombre de défis. Il y a notamment ce verrou psychologique, cette espèce de plafond de verre qu'il faut franchir. Et vous pouvez parler d'expérience, puisque vous êtes vice-président de la section RDPC de Ngoumou, qui est présidée par une jeune dame. J'imagine qu'au départ, elle était un peu considérée comme une ovni, de débarquer comme cela à Ngoumou et de dire qu'elle va prendre la section RDPC. Il s'agit bien. Oui, Aimé Robert, je pense que cette expérience que je viens de vivre chez moi lors des renouvellements des organes de base m'a permis de constater le niveau de conservatisme, surtout de nos notables, des hommes qui ont l'habitude de faire la politique. Et ce n'est pas un conservatisme de notre société, il faut bien le noter, puisque à l'issue de cette compétition, on s'est bien rendu compte que la base, c'est-à-dire les populations, il faut le rappeler, les listes électorales sont composées de 40% de femmes. Et donc la base a presque plébiscité cette jeune fille. Parce qu'il ne s'agit même pas d'une femme, mais c'est d'une fille de 36 ans. Même un garçon de 36 ans aurait du mal à être élu. Mais là, il s'agissait d'une fille qui a tout le bagage et toutes les compétences politiques nécessaires. Mais je peux vous dire que ça a été une résistance, pratiquement une sorte de rébellion contre les notables qui n'admettent pas qu'une femme dirige, et ça, on l'a entendu en chanson partout, encore moins une femme de cet âge. Donc c'est vrai que j'ai pu mesurer le problème qu'a notre société de tolérer une femme à la tête d'une institution politique. Et je voudrais poursuivre le tour de table avec Marcel Amoko. Bonsoir Marcel. Bonsoir René Robert. Alors, où vous vous situez? J'imagine que vous êtes aussi avocat du genre. Je ne force pas votre nature. Boutade pour boutade, je dirais qu'on aurait pu être ici, on est combien là? 6. 3 femmes et non, 4 hommes, voilà. Ça donne un peu une idée. Mais pour être plus sérieux, je pense effectivement que mes deux prédécesseurs, ceux qui ont pris la parole avant moi, ont tout dit. Il y a beaucoup de chemins qui ont déjà été faits, ça il faut déjà le saluer. Vous le disiez, 56 femmes députées, elles étaient 25 lors de la dernière législature, et ces 56 femmes, on sait aussi qu'il y a eu une volonté politique qui a amené les différents partis politiques à intégrer quasiment à marche forcée les femmes dans leur liste électorale. Donc je pense qu'il faut de la volonté politique dans ces questions-là. Mais je tiens aussi à souligner que lorsqu'on regarde la manière dont le monde fonctionne, ce n'est pas une problématique essentiellement africaine. Aujourd'hui, dans la plupart des pays dits avancés, le débat se poursuit, il continue, et parfois même on a l'impression que certains pays africains comme le Rwanda, par exemple, peuvent être, on dirait, des leaders en cette matière-là. Donc, le chemin est long. Il y a un chemin qui a déjà été parcouru, et il reste beaucoup à faire, mais je pense aussi, et Madame Sadio qui est ici pourrait nous en dire plus, il faudrait que les femmes elles-mêmes comprennent que c'est un combat qui les concerne au premier chef, c'est-à-dire qu'elles doivent s'arrimer, se donner les moyens, se mettre dans des dispositions d'esprit même qui leur permettent d'aller à la conquête de ces espaces qui ne leur seront pas donnés de manière, on va dire, voilà, comme un cadeau. Alors précisément, Alice Sadio, il faut donc pouvoir franchir cette barrière psychologique. On constate quand même que
plusieurs femmes dotées de qualités certaines, bien outillées, préfèrent toujours la stratégie du leading behind. Ils ne veulent pas jouer les premiers rôles comme vous le faites. Oui, cela est dû, comme monsieur vient de le dire, il ne faut pas oublier que la femme souffre d'un moulage culturel, civilisationnel, qui a duré pendant des siècles et qui a consacré, et j'orienterai mon analyse, mon propos sur l'Afrique, parce que je suis africaine, absolument, pour dire que même quand je dis que ce poids culturel, civilisationnel africain a relégué la femme au second rang, et nos valeurs traditionnelles n'ont pas pour autant renié le rôle de la femme dans la prise de décision, dans l'orientation positive, l'évolution positive de la société. Sauf que dans nos traditions, dans notre culture, elle souffle, comme l'a dit un sage lors de nos travaux, lors de la conférence mondiale sur le leadership féminin. Il a dit, et je peux le citer, que ce que la Bible restitue dans la journée, ce n'est que ce que les cheveux ont soufflé pendant toute la nuit. Vous voyez, donc la femme, ce sont les cheveux qui ne peuvent suggérer au mal qui va donc porter le pouvoir. Donc, effectivement, nos traditions ont positionné la femme comme telle. Et aujourd'hui, c'est un combat révolutionnaire, non en contradiction avec nos cultures, mais pour essayer d'atténuer certains aspects tranchants de ces cultures-là qui ont voulu que la femme est, mais en second, à l'ombre, parce qu'aujourd'hui, il va de soi que, comme je l'ai dit à l'entame, l'Afrique va mal. L'essentiel des guerres, pour ne pas dire toutes les guerres qui sont enclenchées en Afrique, le sont par les hommes. Et donc, la société gagnerait à ce que le partenariat homme-femme soit équilibré et que la femme occupe enfin, pour une fois, une place visible, qu'elle soit plus visible dans le champ politique pour peut-être atténuer le côté testostérone de la démarche politique et peut-être contribuer à pacifier nos sociétés. Il reste, Alice, que pour rester dans le champ politique a des contraintes. Vous êtes une présidente de parti. Tout à fait. Ça induit des réunions interminables à des heures indues. Je vous vois venir. Alors, ça induit des tête-à-tête. Il y a un certain nombre de contraintes comme cela qu'il faut intégrer. Oui, tout à fait. Je ne vais pas mentir. C'est vrai que pour une femme, s'engager dans le champ politique et ambitionner de se positionner autant que l'homme en front line, ça implique des sacrifices. Et ce n'est pas seulement le propre de l'Afrique. Si vous jetez un regard panoramique dans le monde, vous verriez que la plupart des femmes qui se sont positionnées en front line, pas seulement en Afrique, ont dû faire des sacrifices, ont dû souffrir de négliger leur vie privée d'une certaine manière. Pour certaines qui ont réussi à allier les deux, j'avoue qu'elles sont rares. Très souvent, il y a une sorte d'entre-aliénation entre la vie publique, vie privée, mais ça ne devrait pas être une excuse parce que la vie est une succession de choix. Autant l'homme peut choisir de faire tel métier et de le faire avec passion, autant la femme devrait jouir de son droit de décider d'ester en politique et de le faire avec passion et choisir en toute liberté peut-être d'abandonner ou bien de mettre en veilleuse certains aspects de sa vie. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas péjoratif. Mais là, donc, l'enjeu, Jean-Baptiste, de concilier vie publique et vie privée. Peut-être que beaucoup de femmes, à un moment, lorsqu'elles doivent choisir, elles font le choix de privilégier la vie privée, l'accomplissement privé. C'est le paradoxe, puisque on a besoin de femmes pour faire vivre la démocratie représentative. Et qui dit représentation veut que toutes les couches sociales soient effectivement dans les assemblées, les diverses assemblées. Alors, il ne faut pas non plus se voiler la face parce que la politique, au départ, nécessite beaucoup plus de virilité. Et c'est le paradoxe qu'on observe, c'est-à-dire que lorsqu'un régime est relativement autoritaire, il parvient
a imposé un certain nombre de femmes. Au Rwanda, c'est quasiment le cas. Et quand j'ai consulté les statistiques au Cameroun, de 0,8% des députés en 1960, avec la scolarisation et une volonté politique, on est passé à plus de 10% dans les années 80. On a plafonné à 15% avant l'ouverture au multipartisme. Et paradoxalement, à partir de 92, il y a eu une chute libre. On est redescendu à 5% de femmes à l'Assemblée nationale en 92. Et ça a traîné jusqu'en 2007. Et c'est récemment, avec visiblement une mesure autoritaire, qu'on a pu repasser à 25%. Donc, c'est un peu le paradoxe. Pourquoi? Parce que tout simplement, en politique, on a plus besoin de virilité. La politique a ses règles et non de féminité. D'ailleurs, l'histoire longue nous montre que avant la démocratie, pour diriger un État, pour être simpliste, il fallait être un chef de guerre. Et la pacification de la vie politique a permis aux civils et aux femmes aujourd'hui de pouvoir participer à la vie politique. Mais paradoxalement, c'est ça le problème, c'est que la démocratie est une compétition et la concurrence où tous les coups sont permis et ce n'est pas très favorable aux femmes qui en même temps doivent assumer effectivement leur rôle d'épouse, de mère. Or, les hommes font plus facilement la politique parce qu'elles comptent sur une épouse qui tient la maison. Parce qu'elle compte sur une épouse qui tient la maison. On peut aller jusqu'à 5 heures du matin pendant un mois parce qu'on sait que madame tient la maison et s'occupe des enfants. Mais oui, est-ce que l'épouse peut s'engager? Alors la présidente veut réagir quand même. Oui, juste pour dire qu'il fait bien de noter que nous ne sommes plus à cette heure-là où la politique était essentiellement guerrière. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratie, c'est-à-dire du respect des droits de l'homme. Nous sommes donc, du coup, je ne pense pas que... C'est ce qui est souhaitable, vous voyez, quand même. Mais la politique reste les joutes politiques sont des joutes assez sérieux, assez difficiles, je vous le concède, mais je ne pense pas que la femme rentre. L'aspiration de la femme à entrer dans ces joutes-là, c'est pas forcément dans une perspective égoïste. Moi, je pense que c'est dans une perspective humanisante c'est comme ça que je le perçois. Dans une perspective humanisante de la pratique politique. Et je pense que les sociétés africaines, le monde en général en a besoin, parce que la femme appuierait difficilement parce qu'elle donne la vie, elle est porteuse de vie et je pense que le monde, l'Afrique a de toute urgence besoin que la femme fasse irruption dans ce champ-là. Effectivement, pour pacifier, pour équilibrer, parce que le monde va mal. On va poursuivre le débat. Je vous propose une illustration sur ce que peuvent faire les dames avec, donc, il y a cette tribune de valorisation, on va le dire ainsi, de la femme en lumière. C'est une publication qui est dénommée Perle Magazine. C'est un magazine lancé en 2014 qui a connu une éclipse avant son comeback ces derniers jours. C'est un mensuel donc il se propose de raconter la femme dans ses succès, ses craintes, ses frayeurs, mais aussi ses espérances. Le zooming sur l'actu, une signature de Daniel Menanga. Gloire et déboire de femmes, cette fois compté par Rose Mangele. Encore un de ces magazines photos au discours laudateur sur la femme. Pas du tout, Perle est bien trop précieux pour tomber dans la routine. La différence avec Perle, c'est que tout ce que nous écrivons dans Perle a pour base la Bible. Donc, quel que soit l'article que nous écrivons dans Perle, quel que soit le sujet que nous abordons, nous partons du point de vue de la Bible. Vous allez peut-être remarquer que dans certains articles, il y a des versets bibliques qui sont cités, mais dans d'autres, vous ne verrez pas de versets bibliques. Mais la base, le socle de Perle, c'est la Bible. Perle est polie avec beaucoup de passion, la passion d'une jeune femme employée de banque. Je suis directrice de publication, mais à la base, je suis cadre de banque. J'ai pratiqué le journalisme par passion, dans ma jeunesse, au lycée, à l'église. Le journalisme, c'est vraiment une passion parce que je sens que j'ai toujours des choses à dire. Ça n'en finit pas. Je me suis dit, tiens, je vais faire un magazine. Rose s'est entourée d'une équipe qui partage avec elle le même amour
pour le journalisme. Les rédacteurs de Perle viennent de partout. Ça a été un casting. C'est des femmes et des hommes qui viennent de divers horizons. Il y a des juristes, il y a des stylistes, il y a des femmes entrepreneurs. Et la particularité, c'est que nous sommes toutes amateurs. Perle a été confrontée aux obstacles pendant un moment. Perle existe depuis décembre 2014. Nous avons lancé Perle, disons-le, par passion. Et à un moment, nous nous sommes sentis essoufflés. Nous nous sommes rendus compte que Perle n'avait pas l'impact que nous voulions bien lui donner. Alors nous avons décidé de nous arrêter, de repenser Perle, un peu comme de reculer pour mieux sauter. Et le 25 février, le journal signe son grand retour. Perle New Look, déjà, c'est un nouveau logo. Nous avons revu toute la charte graphique, nous avons revu toutes les images. Le nombre de pages est resté le même, puisque nous avons gardé les mêmes rubriques. Le fond est resté le même, mais nous avons modifié la forme. Nous avons modifié la forme, nous avons changé l'imprimeur. Nous sommes à 10 000 exemplaires. C'est un magazine d'information générale, mais les rubriques que nous avons sont des rubriques qui touchent à la vie de toutes les femmes. Nous avons également une rubrique mode, forme, beauté, la santé, la psychologie, entrepreneuriat, donc, et puis le droit. Quelques innovations annoncées et la plus grande. Perle est distribuée gratuitement. Donc nous avons un distributeur qui se charge de déposer dans des points précis, dans les supermarchés, dans les hôtels, dans les gares, dans les agences de voyage. Avec la distribution gratuite dans un premier temps, Perle sensibilisera peut-être une grande partie de la gente féminine sur les thématiques qui la concernent. Messieurs, le Gender Equity a l'un des défis à relever. Il y a un autre défi. Jean-Pierre Fouan en avait quand même deux logiques qui s'affrontent. On met beaucoup d'emphase sur la logique quantitative. On a 56 femmes députées, donc près de 31,11%. En cela, on fait mieux que le plancher, le quota plancher recommandé par le plan d'action de Beijing, qui parle de 30% de femmes. En cela, le Cameroun fait mieux, donc on applaudit des deux mains. Mais à cette logique quantitative, il y en a qui ressortent quand même une logique qualitative. Des femmes, oui, mais quelles femmes dans les différentes instances de décision? Oui, c'est vrai, Aimé Robert, qu'on s'extasie devant les chiffres que produit le Cameroun en matière de participation de la femme à la chose publique. Mais je pense qu'on peut faire mieux. C'est vrai qu'entre le moment où la femme était juste bonne comme pourvoyeuse de troupes pour aller applaudir le long des itinéraires, je crois que cette période, même si on n'en est pas totalement sorti, elle commence à être reléguée derrière nous. Alors maintenant, la femme a prouvé ce qu'elle pouvait faire à travers les chiffres que vous avez notés. Mais je crois qu'on a dit tous ici qu'on pouvait faire plus. On pouvait faire plus à travers quoi? À travers la formation. À travers la formation est capitale parce que il ne s'agit pas simplement de peindre la représentation féminine dans les différentes administrations. Il s'agit de mettre de la qualité. Que la femme qui est là, qu'elle soit là parce qu'elle est capable de performance, aussi bien parfois de plus de performance qu'un homme. Donc la formation pour moi est une chose capitale. Vous savez très bien que c'est pas évident. Il y a quand on voit les chiffres, les déperditions scolaires, les chiffres des femmes sont les plus élevés. Dans certains coins du Cameroun, il y a même certains coins du Cameroun où la femme on n'est pas pressé de l'envoyer à l'école. Moi, je pense que la formation est capitale. Donc, si on veut atteindre ce but qui veut qu'on ait des femmes de qualité aux affaires au Cameroun. Marcel Amoko, sur cette double logique, il faut concilier la logique quantitative et la logique qualitative. Jean-Pierre Fouan le disait tout à l'heure. Le problème qu'on a généralement sur ce type de questions, c'est que les statistiques cachent beaucoup de manquements et nous sommes tous Camerounais, on peut voir, notamment lorsqu'il a fallu faire des investitures ou des choses comme ça au sein du RDPC notamment, je vais laisser Atemegi en parler, mais on a constaté quand même qu'il y avait
parfois des grincements de dents en se disant est-ce que finalement les choix qui sont faits le sont toujours sur la base à la fois de la compétence et surtout de la qualité de ces personnes-là à porter le message. C'était parfois discutable. La deuxième chose qu'on peut dire aussi, c'est que lorsqu'on interpelle des femmes, c'est pour dire simplement qu'une fois qu'elles sont en position de pouvoir, une fois qu'elles ont la possibilité d'exprimer leur talent et leurs compétences, leur exemple peut déterminer la manière dont celles qui arrivent après seront perçues. Et il est donc important à chaque fois qu'on désigne ou qu'on donne ces responsabilités-là à des femmes, que ces femmes-là soient choisies et désignées sur la base de la compétence et des critères de qualité qui font que les prochaines qui arrivent seront évidemment plus acceptées parce qu'on aura vu que on a donné la responsabilité à une femme, on avait quelques doutes et puis au final on se rend compte que les résultats sont là. Mais il y a quelque chose aussi sur laquelle j'aimerais revenir un seul instant. J'ai entendu tout à l'heure la divergence qu'il y a entre un milieu d'hommes et de mâles, avec des règles très dures d'efficacité et de compétition parfois virile, et la nature même de la femme qui a tendance à être plutôt, on va dire, conciliante, pacificatrice et tout le reste. Je lisais un article de notre consoeur Suzanne Kalalobé qui commentait un peu la démission d'Elisabeth Tamajon, mais aussi de Kawala qui est partie, et même de Chantal Kambiwa, qui sont des femmes de qualité qu'on a vu exercer dans un parti qui est le SDF, mais qui finalement ont dû partir parce que quelque part on a eu l'impression qu'elles n'avaient pas suffisamment de testostérone pour dire les choses. Non, comme Alice. Il me semble quand même Alice a déjà parti du SDF. J'en sais quelque chose. On peut l'ajouter. Des femmes qui sont parties du SDF. Et la conclusion, c'est la conclusion de Suzanne qui m'intéressait, parce qu'elle disait en fait que ces femmes-là partent. Or, elle devrait comprendre que si on veut réussir dans un milieu d'hommes qui est, elle disait, cynique, tortueux et débile, il faudrait que les femmes qui font de la politique comprennent justement qu'elles doivent aussi, à un certain moment, porter cet habit-là de la compétition. Je ne partage pas cet avis, mais c'est une réalité qui est dite par une femme. Mais je pense justement qu'il y a de cela aussi, à la fois dans cette complémentarité entre une vie de famille, une vie de femme, une vie de mère, et le combat politique, puisque nous sommes dans le champ politique, qui lui demande justement qu'on soit à la fois vicieux, parfois tortueux, parfois cynique même. Il faut qu'ils apprennent à tuer. Ils apprennent qu'elles soient même des tueuses parfois. Et ça, j'allais vous interroger c'est contre nature. Mais on a vu des femmes réussir en politique. C'est quand même un signe que quelque part, elles savent donner des coups. Hein. Parce qu'on n'invente rien. La politique a ses règles. J'ai un souci par rapport à notre définition qui me semble, peut-être, je peux me tromper, un peu étroite, de ce qu'est la politique. Parce que de mon point de vue, permettez-moi d'être naïve, c'est peut-être aussi ça, mon côté femme. De mon point de vue, peut-être un peu naïf, la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est l'art de gérer la cité. Maintenant, le côté perfide, vicieux, brutal, agressif, c'est une démarche, c'est une méthodologie, mais ce n'est pas la méthodologie. Ça, c'est ma lecture de la politique. Donc, du coup, parce que je pars du postulat que cette méthodologie-là, cette méthode de faire la politique, cette pratique politique-là n'a pas beaucoup servi nos sociétés. Je pars de ce constat-là, de ce postulat-là pour dire que la femme rentre en politique non pas seulement pour se servir, mais aussi pour rendre service à l'humanité. Rendre service à l'humanité, ça... C'est ce que proclament tous les hommes, hein, et justement pour le faire... Dans la quête des suffrages, ils veulent servir. Les résultats, on les jugera à leurs fruits. Les résultats, les conséquences... Parce que Alice, oui. Tout en restant dans la posture d'avocat du genre, je crains qu'on idéalise trop la femme politique, qui dans la sphère politique devient un sujet politique, qui n'est plus femme ni homme, mais c'est un sujet politique. Robert, parlons science, la femme n'est pas l'homme. La femme n'est pas l'homme, l'homme c'est le phallus, la femme c'est autre chose. Mais c'est deux éléments, deux entités, deux éléments de la nature qui sont appelés à se compléter. Et je pense que pour que la nature, pour que les sociétés soient équilibrées, il faut que ces éléments-là se complètent dans ce partenariat-là. Et ce n'est que de juste guerre, ce n'est que juste que la femme rentre dans la politique. Attention, pas que la femme entre dans la politique en se castrant, entre guillemets, dans un processus où elle viserait à mimer l'homme,
Là, ça desservirait la société et ça ne produirait rien du tout. Mais la femme doit comprendre que son entrée dans la politique doit être une entrée négociée en vue de pacifier, d'atténuer justement le côté... C'est entendu. Parole à un acteur politique. Oui, j'allais dire que pour... c'est vrai que toutes les femmes qui sont parties du SDF, je pense qu'elles ne sont pas parties parce qu'elles sont femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont démissionné du SDF aussi. C'est pour des raisons purement politiques, je pense. La présidente peut le confirmer. Mais néanmoins, c'est vrai que la politique en démocratie est une compétition. Et c'est pour ça que on constate très bien que les règles du jeu ne sont pas défavorables aux femmes. De par leur sensibilité, de par le rôle qu'elles jouent dans les sociétés, y compris les plus évoluées, où elles se sont déjà assez émancipées. Alors, Aimé Robert parlait de qualité tout à l'heure, de la représentation féminine. Je pense que à ce niveau, il y a encore un gros problème effectivement, parce qu'au-delà de la quantité, et ça pose le problème de l'homogénéité des femmes, des catégories. La plupart des femmes à l'Assemblée nationale sont issues des couches aisées. Or, est-ce qu'elles sont là pour défendre véritablement la sensibilité féminine ou l'intérêt des femmes en tant que 51% des membres de la société, ou alors elles sont en fait les visages cachés des hommes derrière? Nous, on l'a connu au sein du on le connaît au sein du RDPC. Et je crois qu'il y a une nécessité de privilégier l'indépendance. Si on impose des quotas à 30%, il est nécessaire d'aller beaucoup plus loin au niveau, justement, de la recherche de la qualité. Ça ne sert à rien que sur les 30%, 15% soient des épouses de ministres ou de directeurs généraux. Elles n'ont pas l'indépendance pour effectivement traduire politiquement. Est-ce que des épouses du directeur général est disqualifié? En Europe, quand Ségolène Royal et François Hollande font ensemble la politique, ils ont commencé ensemble à la faire au lycée. Mais quand une épouse se découvre une vocation tardive de politicienne, quand le mari époux, je pense que... Le mari lui-même aussi a débarqué dans votre parti par le sommet. C'est possible. Donc vous ne pouvez pas condamner l'épouse. Mais tout dépend de l'antériorité. Même le mari devient grand militant lorsqu'il est nommé directeur général. Mais je pense que si on privilégie... C'est le mode de recrutement, de sélection, de manière globale, qui ne sont pas propres à la femme. Oui, la qualité de la représentation impose donc un mode de recrutement qui privilégie peut-être des femmes indépendantes. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure dans la Moufouakono. C'est paradoxal que les épouses d'eux ou les femmes qui ont longtemps été soutenues par les hommes ont combattu une femme, parfois en me posant la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de femme, d'homme en Goumou pour diriger la politique. Quand cette question vient d'une femme, ça pose problème. Donc c'est pour dire qu'il y a un problème d'homogénéité et un problème d'intérêt au niveau de la représentation des femmes. Je crois qu'il faut privilégier l'indépendance de ces femmes qu'on veut promouvoir en politique. Alors, vous faites bien de parler d'autonomisation économique parce qu'on va recevoir une femme rurale en posture de focus de scène de presse. Elle, c'est Bernadette Auguste Amougou. Elle est la présidente nationale du réseau des femmes rurales. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, mon fils et tout le monde qui est dans la salle. Bonsoir, maman. Bonsoir. Alors, pour vous, quelle est la priorité pour vous les femmes rurales lorsque vous nous entendez discourir sur ces enjeux, sur le nombre de femmes, mais pour vous, la femme rurale, quelle est votre priorité? Pour moi, la femme rurale, c'est une mère de l'humanité. Mais elle est tellement négligée à un niveau... Parce que quand on parle femmes, il y a plusieurs catégories de femmes. La femme qui travaille au village n'a pas les mêmes problèmes que la femme qui est en ville ou dans un département. Les femmes sont divisées en 3 catégories. Les vraies femmes qui sont dans les villages ne sont pas connues. Et ça nous dérange. Parce que quand on nous invite, là où il y a une fête, la femme rurale est toujours au dernier banc. Et dans les trucs politiques,
Tu ne peux pas voir une femme rurale qui travaille bien au village, qui fait beaucoup de choses. On ne peut pas la voter, elle n'a pas les moyens, mais elle fait tout. Et c'est elle qui encadre la famille. Et pourquoi ça? Mais alors vous-même, vous avez un parcours, vous-même, vous avez participé activement à cette conférence mondiale sur le leadership féminin. Vous avez déjà assisté à d'autres rencontres du genre. Vous-même, vous avez un parcours vous-même. Parce que pour ça, la femme rurale, nous avons pris la décision, parce qu'avant que le 8 mars, nous allons danser avec les Kaba, femmes rurales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et avant, dans notre époque, on disait que le laboureur et ses enfants travaillaient, prenaient de la peine. Et nous avons pris une ferme décision, les femmes d'Onkulu, de Mahanden, entre la route de Mbalmayo et la route d'Onfo. Et nous avons lancé 13 étangs de poissons pour former nos enfants qui ont les papiers. Le bas-fond, c'est pour l'État. Pourquoi on peut dire un enfant est abandonné, un enfant est orphelin? Alors vous avez créé ces étangs et ça produit déjà du poisson, vous le vendez? Ça produit, il nous manque les alevins. Il nous manque les alevins, les étangs sont là, et les endroits que nous voulons. Vous êtes allé au ministère de l'élevage et des pêches? Pas encore. Il faut y aller dès ce lundi, poser votre problème. Et la femme rurale, si c'est dessin, la femme rurale, c'est une marmite noire. Et cette marmite contient beaucoup de choses. Pourquoi les gens bien, les femmes qui ont eu les diplômes plus que la femme qui est au village ne peuvent pas mettre la main pour activer cette marmite pour que tout le monde mange? Parce que quand on parle femme, vraiment, si on soutient la femme rurale, vous allez voir comment le pays va bouger. Et ce que nous avons même fait là, les étangs là, c'est pour former les enfants du Cameroun, pas seulement au Cameroun, international. Oui, alors madame la présidente, on va sortir par là. De quoi avez-vous besoin pour que votre réseau, au-delà des alevins, de quoi avez-vous besoin concrètement pour que votre réseau puisse permettre à beaucoup de femmes d'être autonomes financièrement, beaucoup de femmes rurales? Vous avez besoin de quoi concrètement? Nous avons besoin de ces étangs pour former les enfants. Parce qu'il y a les maisons de formation que nous ne pouvons pas construire. Si l'État peut nous aider à faire ça, comme ça, on va former nos enfants là-bas, que d'aller à l'avenue Kennedy voler les portables là-bas. S'il y a les formations comme ça pour les enfants, l'État peut nous aider. Et je parle même ça en s'adressant à la première dame, la première femme rurale, qu'elle jette un coup d'œil pour notre projet pour aider le monde rural. Les bas-fonds traînent. Si nous allons commencer par ça, nous allons descendre dans les autres villages. Merci. Pour faire ça. Merci. La première dame, c'est une dame de cœur. Oui. Elle va certainement, comme elle a déjà fait pour d'autres groupes de femmes, prêter une oreille aux initiatives du réseau des femmes rurales du Cameroun. Alice, vous aviez une réaction rapidement? Oui, rapidement une réaction pour dire qu'on parlait tout à l'heure du rapport qualité-quantité, adéquation entre la quantité et la qualité. Et je dirais que lorsqu'on le dit souvent comme ça, les gens perçoivent cela du point de vue intellectuel. Il faut que la femme parle bien, il faut qu'elle soit télégénique à la télé, qu'elle preste bien, qu'elle est bien. Mais cette femme, dans mon rapport à elle, j'apprends. Je suis analphabète dans son domaine. Donc c'est comme cela qu'il faut voir la contribution de la femme dans le processus de développement de notre pays, de notre société. Lorsque je viens auprès de cette maman, avec sa symbolique de marmite noire, je me mets à l'école.
Et lorsqu'elle parle, je me tais. De même que dans mon domaine, effectivement, je suis appelée à ramener le discours à son niveau pour qu'on puisse se comprendre. Mais ces groupes-là, ces différentes communautés-là, c'est l'entrepreneuriat. Absolument. C'est de l'entrepreneuriat. Alors, on va libérer... Elle a dit en ces mots, Aimé Robert, vraiment avec votre permission pour chuter, elle a dit en ces mots, ventre affamé n'a point d'oreille. Or, l'homme le plus fort, le plus viril, monsieur Atemengue, s'il sort de la maison sans manger, la nourriture sort de cette marmite noire-là au bureau, dans les grandes conférences, il ne pourra pas tenir debout et tenir des discours équilibrés. Donc, elle est à la source. C'est pour cela que je dis que la femme doit se préserver sa nature de femme. Pas telle que la culture c'est entendu. Allez, si on ne vous arrête pas, vous ne vous arrêterez jamais. Pour dire que la femme a beaucoup à apporter. Oui, absolument. Et qu'elle a juste besoin que l'homme le reconnaisse. Oui, c'est entendu. Permettez qu'on libère la présidente du réseau de femmes rurales qui est venue d'un fou, juste pour ce passage à cette édition de Scène de presse. Alors, madame la présidente, je suis tenté de dire maman, puisque vous m'avez donné mon fils. Alors, maman, où est-ce qu'on peut vous voir si le ministre de l'élevage veut vous apporter des alevins, si la première dame est sensible à votre message, où est-ce qu'on va vous retrouver? À Mahandan 1. Il y a aussi mes coordonnées. Mahandan 1, c'est où? Mahandan 1, c'est sur la route de Mfou, après Monti, derrière Monti. Vous pouvez appeler au 675 65 35 45. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir apporté cette expérience avec beaucoup d'authenticité rurale, nous rappelant nos racines. Nous venons tous du terroir. Hein. Nous sommes tout petits là. Absolument. Et je voudrais vous proposer, hein, mesdames, messieurs, une initiative portée par les jeunes cette fois-ci. On a beaucoup parlé des femmes, parlons aussi des jeunes. Le président a demandé aux jeunes de pouvoir oser, d'innover. Voici un projet porté par les jeunes qui porte sur le patrimoine mobilier de l'État. En fin de vie, ils veulent donner une seconde vie à ce patrimoine mobilier de l'État à travers donc l'initiative du projet de création d'un centre de recyclage du matériel réformé de l'État, c'est MAREC. Ce projet entend appuyer le ministère des Domaines dans le recyclage, la vente aux enchères des mobiliers des bureaux, du matériel informatique ou encore des voitures qu'on n'utilise plus. C'est le deuxième zooming sur l'actu, une signature de Martine Noël-Ndengue. Couloirs, artères et garages des édifices publics encombrés de matériel hors d'usage. Cette image n'échappe à aucun usager qui fréquente ces endroits. Le mobilier de bureau, le matériel informatique ou encore les voitures laissées à l'abandon parce que obsolètes, vétustes ou en mauvais état. C'est que la gestion du patrimoine mobilier de l'État obéit à un système, celui de la réforme, qui impose des contraintes légales. Mal connu de l'opinion publique et toujours pas appliqué par les agents réformateurs du ministère des Domaines et des Affaires foncières, garant du patrimoine de l'État, ce système permettrait pourtant d'optimiser le rendement de ce département ministériel. La création d'un centre de recyclage du matériel réformé de l'État ferait bien l'affaire. J'avais l'habitude, en arpentant les couloirs des ministères, d'observer un amas ou plutôt des tas de meubles abandonnés dans les couloirs et édifices publics. Et à chaque fois, je me posais la question, à quoi est-ce que vont servir ces meubles? Par curiosité, je me suis engagé à chercher à comprendre les mécanismes de la réforme, c'est-à-dire de la sortie du matériel du système public. Et parallèlement, j'avais également été frappé par l'extrême pauvreté des collectivités territoriales décentralisées et des administrations des provinces, où pratiquement vous n'aviez même pas une chaise pour vous asseoir. Et je parlerai moins encore d'un ordinateur au travail. Et culturellement, je suis de ceux qui pensent que le pauvre ne jette rien. Et c'est tous ces éléments mis ensemble qui nous ont fait
penser pouvoir mettre sur pied une industrie de recyclage du matériel en fin de vie de l'État du Cameroun. L'idée est novatrice, certes, surtout parce qu'elle va aboutir à la création de nombreux emplois pour les jeunes Camerounais, mais encore faut-il que le département ministériel concerné adhère. L'appel à un partenaire extérieur, dans le cas des partenaires privés-publics, peut être approprié pour venir appuyer le MINCAF dans cette mission. Nous avons été en contact pour la première fois avec le MINCAF en 2007. Malheureusement, il est survenu certaines mutations à l'intérieur du MINCAF, dont certains directeurs qui sont partis, et le projet n'a pas continué à garder la même chaleur qu'il avait au moment où Madame le ministre nous recevait. Pour aboutir à ce travail, le chemin était long et pas de tout repos pour les initiateurs qui voient aussi en ce projet un moyen d'aboutir à la réduction du train de vie de l'État prôné par le président de la République, Paul Biya. Moi, j'ai toujours entendu parler du train de vie de l'État. Parce qu'il y a un projet qui arrive et qui va réduire de manière véritablement perceptible le train de vie de l'État. Parce qu'au moins, ce projet arrive avec un facteur, c'est celui de pouvoir identifier, suivre le matériel de l'État dès son acquisition à la fin et à sa sortie des écritures comptables publiques. Reste plus qu'à espérer que ce projet puisse un jour prendre forme afin que soient améliorées les performances du ministère des Domaines en matière de gestion du matériel réformé de l'État pour le bien de tous. Ça vous dira. Le Cameroun est un pays merveilleux. Il est merveilleux pourquoi? Parce que le président de la République demande à la jeunesse d'oser. Il faut oser. Ce n'est que ce que nous faisons. Nous proposons ce projet, ça fait 7 ans qu'il est dans les couloirs et chaque année nous revenons pour dire nous avons proposé l'année dernière, nous avons peut-être amélioré en changeant une virgule, peut-être c'est ça qui manquait, nous voulons travailler ensemble. Jean-Baptiste, réaction sur ce projet pour que le matériel en fin de vie de l'État ne soit plus jeté à la poubelle, mais qu'on puisse le recycler pour faire profiter des zones enclavées. C'est déjà bien de prolonger la vie de ce matériel dont la durée de vie est paradoxalement assez courte souvent. Quand quelqu'un achète, j'ai vu beaucoup de véhicules administratifs garés, quand quelqu'un achète un véhicule avec son argent, bizarrement ce véhicule met très longtemps en circulation, mais effectivement au niveau de l'État, on l'abîme très vite et c'est bien que les gens pensent à prolonger un petit peu la durée de vie de ce matériel de l'État. Parfait. Oui, mais le jeune a dit que ça fait 7 ans qu'il essaye de faire passer ce projet. Il est assez persévérant. Et c'est aussi ça le problème. Je veux dire, l'idée est géniale. Tout le monde, doué d'un minimum de bon sens, comprend la nécessité de traduire très rapidement ce projet en une réalité. Mais malheureusement, les lourdeurs, les lenteurs administratives que nous connaissons font qu'il traîne encore. Mais j'ai bon espoir, puisque vous lui avez donné cette tribune, que certainement ceux qui ont la décision agiront pour qu'ils se mettent en place. Que ça nous change de ces voitures qu'on réforme juste suite à une crevaison. Alors, messieurs, place, on va suivre, on va peut-être que, on espère que la 8e année, l'année prochaine, ils n'en seront pas à la 8e année dans les couloirs et que ce projet va effectivement pouvoir démarrer. Place nette à la dernière une des scènes de presse, la retraite et ses interrogations. Le contexte est celui de la mise en application de la lettre circulaire du Premier ministre, chef du gouvernement, la lettre circulaire du 12 novembre 2015, qui rappelle donc les règles régissant la mise à la retraite des agents publics. Et sur le sujet, nous accueillons Benjamin Kisso, qui est auteur de l'ouvrage « La retraite, une renaissance ». Bonsoir. Bonsoir Aimé Aubert, merci de m'avoir invité. Alors pour vous, j'ai lu votre livre, il s'est lu d'une traite en une soirée, je l'ai lu. Pour vous, la retraite, ce n'est pas la fin de tout, ce n'est que la fin d'un cycle. Tout à fait, parce que vous vous rendez compte que quelqu'un aille en retraite à 50 ans ou à 60 ans
il a encore 30 ans à vivre. Parce qu'aujourd'hui, l'espérance de vie au Cameroun a évolué. Nous sommes à 58 ans pour les Camerounais. Dans le monde, ça évolue. Au Japon, on est à 85 ans. On se rend compte que plusieurs personnes vont en retraite parce qu'on leur a dit que la retraite, c'est la fin. Ils sacralisent la retraite et ils dépriment. Et les statistiques disent que 80% des hommes meurent 5 ans après leur départ. Alors, dans votre livre, vous déclinez le projet, la retraite, qu'on l'aborde en 3 mouvements. Vous parlez d'abord de la démystification de la retraite. C'est votre sujet en ce moment. Ensuite, vous demandez de planifier la retraite. Et enfin, de vivre une retraite de manière active. Parce qu'il faut penser à sa retraite dès le premier jour où on commence à travailler. C'est d'abord ça. Il faut démystifier la retraite, ce n'est pas un mystère. Celui qui commence à travailler aujourd'hui sait qu'il ira en retraite. Il doit le savoir, nous devons le dire à tout le monde, et on doit dire à tout le monde que la retraite n'est pas une fin. C'est au contraire une occasion de pouvoir prendre un nouveau départ et faire quelque chose qui vous a plu. Vous avez toujours rêvé faire. Moi, je ne sais pas si vous avez rêvé être journaliste, mais Robert, je ne sais pas. Mais dans votre retraite, vous aurez l'occasion d'être directeur général d'une entreprise de presse. Ou alors de faire quelque chose d'autre qui vous a plu et qui, dont depuis le bas âge, vous y pensiez. Et c'est ça dans la retraite. C'est une occasion de faire quelque chose d'autre. Mais pour le faire, il faut y penser avant. Il faut s'organiser et il faut être accompagné. Ça, c'est un aspect très important. Bon, dit ainsi, ça a l'air vraiment facile hein, de planifier sa retraite, de la démystifier, d'y penser, de faire autre chose. Bon, ça a l'air facile, bon, mais à l'épreuve des faits, on constate quand même que ça n'a pas l'air si évident. Donc, vous avez raison. On observe autour de nous. Vous avez raison. Il y a un problème fondamental. Tous ceux qui commencent à travailler se disent quand j'aurai 50 ans, je vais m'organiser pour préparer ma retraite. Or, à 50 ans, on vit la crise de la retraite. Ça veut dire quoi? À 50 ans, vos enfants sont à l'université. Ça vous coûte plus cher. Vous n'arrivez plus à épargner. Quand votre père est mort, certains amis vous ont aidé, chacun donnant 100 000. S'il y a 10 amis, ça fait 1 million. Maintenant, à 50 ans, 51 ans, les parents de vos amis se mettent à mourir sans vous avertir. 2 par an, ça vous fait 200 000 imprévus. Il y a les enfants qui ont les premières communions, les deuxièmes communions. Vous avez des enfants qui viennent vous dire, voilà, je veux me marier, tonton soit mon parrain. Alors vous posez le problème réel de la pression sociale en Afrique. La pression sociale. Comment on fait donc avec cette pression sociale qu'on subit tous les jours avec toutes sortes de sollicitations pour épargner, préparer la retraite comme vous le déclinez? Comment on fait avec les salaires que les uns et les autres gagnent? Alors, c'est parce que la personne attend 50 ans pour commencer à planifier sa retraite qu'il a ce problème. Il sait que la pression, il faut que tout le monde sache que la pression sociale viendra. Quand on atteint un certain âge, les responsabilités augmentent. Vous êtes face à davantage de responsabilités, vous avez du mal à épargner. C'est pour ça que quand vous commencez votre travail très tôt, il faut avoir des objectifs. Et dans mon livre, comme vous avez lu, je demande à tout le monde, et je pense que c'est bon et c'est juste pour un bon Camerounais d'avoir 2 maisons. Une maison au village, une maison en ville. Il faut qu'à l'âge de 35 ans, si vous commencez à travailler à 30 ans ou 27 ans, à 35 ans, vous devez avoir pour objectif d'avoir acheté un terrain. Jean-Baptiste, vous avez commencé la maison de la ville ou du village? Et à 40 ans, vous devez avoir déjà la première maison. Je vous avoue que nous sommes adossés à une économie qui se cherche encore. Donc, dans tous les cas, c'est la contrainte. Ceux qui peuvent s'organiser s'organisent. Mais le problème de fond demeure celui du pouvoir d'achat et de la situation socio-économique. Quand vous avez des enfants au chômage, ça suscite l'angoisse de la retraite. Si au moins, à défaut d'avoir de maison, en allant à la retraite, vos enfants travaillent déjà, ça peut vous soulager. Il y a aussi les problèmes de santé. Il y a même quand il dit trop tôt. Malheureusement, notre système économique fait travailler des gens très tard. Donc,
à peine ils ont commencé, ils vont à la retraite pratiquement. Et là, le problème, parce que vous avez évoqué on va y revenir, Jean-Baptiste. Les règles dans la fonction publique, 55 ans, c'est vraiment très tôt. Déjà pour la retraite des cadres. On va y revenir. Permettez que nous diffusions un sujet que nous aurions dû diffuser dans la première partie du débat, mais il n'était pas prêt et on peut à présent le regarder. C'est une femme qui a été longtemps une comédienne de renom, danseuse, écrivaine, promotrice du festival Aboki Ngoma, et qui, pour ainsi dire, a opéré une reconversion dans une nouvelle vie, une vie de carrière politique. Elle est maire d'Akom 2. C'est le portrait de la semaine. Élise Mbala, la nouvelle vie d'Élise Mbala, le portrait de la semaine, une signature de Monique Félicité Tuen. Sur les 360 communes existantes au Cameroun, Élise Mbala Meka est l'une des 27 femmes maires. Fille de ce terroir, son élection en 2013 est passée comme une lettre à la poste. Depuis lors, Akom 2 et ses environs subissent des métamorphoses au jour le jour. Grâce au PIP, projet d'investissement prioritaire, nous avons eu 150 millions qui nous ont permis donc de construire le marché d'Akom 2. Il y a le projet d'adduction d'eau d'Akom 2, un projet de 700 millions qui comprend 163 branchements gratuits et 16 bonnes fontaines. Nous avons réhabilité les boutiques municipales. Nous avons obtenu auprès du FECOM un financement de 191 millions pour l'éclairage public de la ville d'Akom 2 et un financement de 48 millions pour la réfection de l'hôtel de ville. Les femmes de cette commune profitent du fait d'avoir cette dame charismatique et pragmatique à la tête de la mairie. Au quotidien, j'ai toutes sortes de demandes de la part des femmes. Nous avons trouvé un financement avec un partenaire canadien, des fonds pour la construction d'une unité de transformation de manioc. Donc cette unité va être opérationnelle au mois de mars, ce qui nous permet d'encourager la culture du manioc dans l'arrondissement et de réduire la pénibilité du travail des femmes. Quotidien, Élise Mbala Meka pense au développement de sa commune. Akom 2, située à 85 km de Bolova et à 87 de Kribi, ville en plein chantier de développement. Avec l'apport des élites locales, Madame le maire souhaite très vite transformer ce lieu en une belle destination touristique. Un maire fait de la politique, entre guillemets, mais de façon déterminée et secrète. Je suis réellement venu pour installer mon projet culturel, c'est-à-dire créer une ville culturelle qui est un lieu où nous allons rassembler un certain nombre d'infrastructures et d'autres artistes que moi pourraient venir travailler dans ces infrastructures-là. Ce sera des infrastructures de création et de diffusion. Puis nous allons développer le potentiel local. Artiste dans l'âme, cette experte pour la culture à l'OIF et à la Commission nationale de l'UNESCO encourage les jeunes d'ici à développer leurs talents. À quelques kilomètres de là, dans son village paternel et Foulane, la promotrice du plus grand festival de danse d'Afrique subsaharienne, Aboki Ngoma, respire l'art. De ses multiples voyages à travers le monde, on découvre dans son domicile l'héritage de son riche parcours d'artiste qu'elle entretient toujours et concilie bien avec sa responsabilité de maire d'Akom 2. Je ne suis pas du tout débordée. J'arrive très bien à gérer ma casquette de président de conseil d'administration de la Société d'artiste, puisque mon 3e roman est en cours. Et puis, je vais faire le festival Aboki Ngoma, mais aussi de maire. Cette ancienne professeure de géographie et mère de 3 enfants tire son inspiration de ce lieu pur, mais aussi son amour pour l'agriculture qu'elle valorise de plus en plus. Il faut qu'on arrive à connaître, à savoir et à faire savoir que l'agriculture, ce n'est pas pour les gens qui ont raté leur vie ou pour les paysans. D'ailleurs, aujourd'hui au Cameroun, malheureusement, c'est encore l'élite qui investit dans l'agriculture, pendant que les paysans n'y croient pas. À travers la culture de la terre, Madame le maire incite les jeunes à lutter contre le chômage.
Aujourd'hui, je suis très content du travail que je fais parce que après mes études, il était question de m'occuper, de chercher à me convertir. Alors, c'est bien tombé parce qu'aujourd'hui, je gagne dignement ma vie. Moi également, j'ai créé des plantations à mon propre compte et j'essaie de rassembler les jeunes. Les défis sont grands pour cette militante du RDPC et les près de 35 000 âmes vivantes ici dans la commune d'Akom 2 attendent encore plus de cette femme qui ne ménage aucun effort pour améliorer leurs conditions de vie. Une belle histoire, une histoire passionnante comme un roman. Elle en est à son 3e roman qu'elle nous annonce. Benjamin, c'est une histoire qui vous parle. On va dire qu'elle a réussi sa reconversion. Elle a réussi sa reconversion. Et je suis content qu'on ait passé cet élément et que plusieurs personnes l'aient vu. Voilà une dame qui a travaillé dans un domaine et elle a, après sa retraite, changé d'activité. Aujourd'hui, apparemment, elle gagne plus d'argent que ce qu'elle gagnait quand elle était professeure de géographie. Et il y en a plein comme ça qui gagnent en retraite plus d'argent que ce qu'ils ne gagnaient quand ils étaient dans la fonction publique ou dans le privé. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 éléments fondamentaux par rapport à la préparation à la retraite. Premier élément, il faut démystifier la retraite. Ce n'est pas un mystère. On va y passer nous tous. Deuxième élément, il faut la planifier. Deuxième élément, il faut la planifier. Donc dès le premier jour où vous commencez à travailler, vous commencez à planifier la retraite. Troisième élément, il faut réussir sa reconversion. Troisième élément, il faut donc maintenant, après avoir planifié, réussir à faire son entrée dans cette ère nouvelle qui est la Renaissance. Ok. C'est-à-dire, parole à un jeune retraité, si vous me permettez l'expression, Jean-Pierre Foubonana, qui, par sa trajectoire, prouve qu'il y a une vie après la retraite de sa première vie. Oui, merci, Aimé Romer. Je suis un jeune retraité, effectivement, de la CRTV. Je suis parti d'ici le 30 avril 2011. Donc ça non, fait... pas 2011. Si. Ah bon? Si. 4 ans déjà? Si, 4 ans déjà. Il se considère comme jeune retraité. Ça, c'est intéressant. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je ne hante plus les travaux de cette maison. Que le temps passe vite. Où j'ai passé pratiquement l'essentiel de ma vie, de ma carrière et de ma vie tout court. Je ne suis pas très d'accord avec Benjamin parce qu'il a brossé un tableau idyllique de la retraite. La retraite, malheureusement, ne se passe pas comme il a dit. On peut préparer la retraite. Pour préparer la retraite, il faut avoir les moyens de préparation de la retraite. Moi, je vais vous prendre l'exemple le moins haïssable. Je vais vous prendre l'exemple de ma génération. Je travaille depuis... J'ai pris le service en 1983. En 1987, la crise économique commence au Cameroun. On passe 20 ans dedans. Je ne vous parle pas des coupures de salaire et des dévaluations du franc CFA. Vous économisez quoi à ce moment-là quand vous avez les maux de tête quotidiens pour faire bouillir la marmite à la maison, pour faire envoyer les enfants à l'école, pour se soigner? Vous économisez quoi? Je fais partie de ce qu'on appelle ici la génération sacrifiée. Vous n'avez rien à économiser et donc vous partez. Alors il faut avoir une tête comme la mienne. C'est-à-dire que je savais qu'un jour je partirais les mains vides. Je suis parti, je suis allé me reposer à la maison. Je savais que c'est la condition qui m'attendait. Et puis, il y a quelques jours, avec quelques amis, nous avons décidé de faire ce que nous savons le mieux faire au monde, à savoir faire du journalisme. C'est ce que nous avons fait dans notre vie, toute notre vie durant. Nous avons créé un journal. Le journal Signature, qui est dans les kiosques depuis le 26 janvier dernier, est un journal créé par des anciens rédacteurs, des anciens journalistes de la CRTV. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais nous avons décidé de mettre la barre très très haut, de manière à ce que ceux qui vont nous lire vont savoir que des journalistes ont décidé de reprendre la plume et ils ne font pas n'importe quoi. Alors, Benjamin, tout cela pose le problème de l'accompagnement des néo-retraités. Tout à fait. Je crois que la faiblesse dans notre marché de l'emploi et le marché du travail, c'est que ce pan est vide.
il n'existait pas jusqu'à présent des structures d'accompagnement des retraités. Mais Dieu merci, depuis l'année dernière, avec des amis, on a créé le centre d'accompagnement des retraités et des pré-retraités. Parce que là, la différence, c'est quoi? Aujourd'hui, quand Jean-Pierre parle, Jean-Pierre est admiré de tous. Il est connu partout. Quelle image! Mais quand il dit ce qu'il a dit, ça effraie les jeunes. Alors, il faut les accompagner. Parce que là, ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vécu. Il parle de la réalité. Alors, il faut des centres d'accompagnement, non seulement des retraités, mais des pré-retraités. Ça veut dire quelqu'un qui a 10 ans, il y a 10 ans devant lui, il se prépare à affronter cette période. Et là, il y en a déjà un. D'accord, d'accord. Et que l'État aussi, et même les entreprises accompagnent des retraités. Voilà. Vraiment, Marcel, 10 secondes pour que vous disiez quand même un mot sur la question, parce que malheureusement... Oui, j'imagine bien que le temps... D'abord, signature que j'ai lue, hein, et que je lis avec beaucoup de plaisir. C'est une belle aventure et je pense qu'elle va durer. Non, c'est un vrai débat de société. Généralement, on demande à nos partis politiques quel est leur programme, sur quelle base ils sollicitent les suffrages. Et rarement, on les entend proposer des solutions qui touchent au cœur de ce que nous vivons en tant que citoyens, en tant que personnes. Le débat sur la retraite, je pense qu'à lui tout seul, est un programme politique qui peut définir le type de société dans lequel nous entendons vivre dans les 30, 40, 50 prochaines années. Il est suffisamment grave et important pour que 10 secondes ne soient pas suffisantes pour le dire, mais je pense vraiment que c'est le type de sujet que les partis politiques, RDPC et les autres, vous faites bien de le dire, il y a une élection présidentielle qui se profile à l'horizon. C'est un sujet que doivent saisir les futurs candidats à cette élection présidentielle. On va forcément y revenir. Malheureusement, le temps est arrivé. Vous allez permettre que nous passions à autre chose. On parlait d'un sujet extrêmement grave, la retraite. On va se décrisper un tout petit peu avec l'info hilarante. C'est dans l'image collatérale. On retrouve donc Pierre Evembe. Chers affidés de scène de presse, c'est toujours votre rubrique inattendue, inhabituelle, intermittente, image collatérale. Retenez bien, je suis toujours de près ce que l'actualité a fui, de loin, de très loin. Aimé Robert, vous voulez savoir qui va être collaté ce soir? Aimé Robert? Aimé Robert? Être collaté ce soir? That's the question. Le directeur général de la CRTV est l'ami des artistes. La CRTV est l'une des rares structures citoyennes à payer régulièrement les droits d'auteur. En plus, notre DG est un artiste né. En matière de danse, même les étoiles ne lui arrivent pas à la cheville. Jardin. Il a reçu mardi dernier les vœux de nouvel an de son personnel. Mais quand Amadou Bamoulki a une déclaration à faire, son personnel a chaud, au propre comme au figuré. Alors, il faut se rafraîchir avec des ventilos. Des super ventilos. Des super méga ventilos. Des super méga giga ventilos. Des... Hey, qu'est-ce que la collègue ventile comme ça? On l'a dit, le personnel a chaud au figuré. Parce qu'avec lui, ça sort comme ça sort. Vous avez un nom bizarre, il bondit dessus. Citation, M. Dagar. Vous êtes du Maïtanaga. C'est là où ils ont des noms qui ne ressemblent à aucun autre au Cameroun. Ils n'ont pas de monime, parce que si vous cherchez qui s'appelle Dagar au Cameroun, sur les 22 millions, il n'y a que lui.
Amadou Vamoulke veut que son personnel soit un personnel Android, ainsi que le chef de l'État l'a dit. Android, mais il y en a la CATV, n'est-ce pas Daniel? C'est bon Daniel, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pardon? 2 minutes encore? Non, bon, tu peux encore danser. 30 secondes seulement. Vas-y. Le DG Amadou Vamoulke veut un personnel Android. Android et non plus... C'est grand-papa. Quoi? Grand-papa quoi? C'est grand-papa. Ah, création de mon DG. En passant, c'est un secret. Savez-vous que c'est à Amadou Vamoulke qu'on doit l'expression triangle national? Oui, il ne sait pas. Hein. Il était encore journaliste à Cameroun Tribune. C'était dans les années 70. Je reprenais la 3e pour la 3e fois. Banni l'esprit grand-papaïde, c'est vrai. Il faut passer à autre chose. Et les directeurs de l'information télé et radio, Ibrahim Chérif et So Pikoto, sont entièrement d'accord. Ah oui, je crois qu'ils sont furieux. Et je pense savoir pourquoi. Eh bien, le directeur général leur a ravi la vedette à la fête des journalistes de la direction de l'information TVI dernièrement. Hey, en passant, le DG a salué l'innovation de scène de presse. L'innovation. L'innovation. À ce niveau-là, je m'attarde sur ceux qui ont eu des initiatives, le directeur central télé, avec, entre autres, je vois l'émission de télévision avec l'innovation de notre ami Ebembe. Comment il a appelé ça encore là? Collatage, c'est le collatage. Colla, collaté, collatage, ça. Le collatage. Hein? Bon. C'est des petites innovations qui valent le pesant d'or. J'ai le parapluie et les godasses. Mon DG est d'accord pour le collatage. Je crois que même le MINCOM, la tutelle, me soutient. N'est-ce pas, monsieur Issa Thiro Mabakari? Ça, c'est votre signature. Vous commencez bien, mais vous finissez toujours mal. Ah non, 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 il ne s'agit pas de moi. Le ministre Issa Thiro Mabakari s'adressait au DP à Maokol. Oui, c'était lors d'une communication. Il ne s'agit pas de moi. Monsieur le ministre, c'est à Maokol, non? Okol. Soyez indulgent, monsieur le ministre. Oui, mais écoutez, je vous dis, vous commencez bien, vous finissez toujours mal. Tout n'est pas rose, mais tout n'est pas morose non plus. J'ai collaté mon DG, mon propre DG. Si vous ne me voyez plus, chers téléspectateurs, c'est qu'on m'a affecté à photocall. Après l'info hilarante, on retrouve la primaire de l'info avec Aurélie Crescence-Bida pour les unes du lundi. Bonsoir Aurélie. Aimé Robert, bonsoir. Chers téléspectateurs, c'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour notre revue des unes du lundi. On va tout de suite démarrer par De Spark. À la une de Spark, donc, Diasporage. Le journal de Pauline Billon présente ces Camerounais de l'étranger qui sont piégés entre amour et détestation de leur pays. Le quotidien Émergence parle en grande une de l'armée camerounaise et refait le film de l'exploit de Koumché. Dans son journal, Magnus Biaga parle d'environ 1000 soldats camerounais de la brigade d'intervention rapide qui ont combattu aux côtés des forces nigérianes pour cette opération. En sport, pied de une, FIFA, Gianni Infantino pour faire oublier Blatter. Après avoir fait ses armes au niveau continental, l'Italien trouve l'occasion d'œuvrer dans le cadre plus large du football mondial. De la politique à la une de défis actuels, appel à candidature, ceux qui disent non dans le RDPC. Ils parlent pour l'instant sous cap et évitent toute exhibition dans la presse. Mais ils sont convaincus que Paul Biya fait désormais partie des meubles, nous dit le journal de François Bambou. Politique encore, cette fois à la une du quotidien Le Messager Cameroun, c'est destin présidentiel brisé. Le journal de Feupus Ndiaoué présente quelques visages bien connus du public et vous en donne les détails en pages 4 et 5. En pied de une du Messager, lutte contre le terrorisme, une base de Boko Haram neutralisée. Un assaut de la force multinationale mixte a permis de libérer le village Koumché au Nigeria. Politique enfin, cette fois dans les migrants. Appel à candidature, la section RDPC Villa Nord-Ouest bat le rappel des troupes. Le bimensuel sous-régional d'Éric Zibi à Tangana
parle de cette nouvelle élection. Parle donc de cette nouvelle section et ses membres des bureaux élus qui demandent à Paul Biya d'être candidat à la présidentielle imminente. C'était au cours d'une conférence conjointe des sections RD, OF et RDPC. C'est donc sur cette une du journal Grand que se ferme notre revue du lundi. Fidèles téléspectateurs de la diaspora, c'est toujours en ligne que vous trouverez les détails de toutes ces actualités. Ici sur place dans le pays, c'est dans les kiosques. Acheter un journal, c'est promouvoir la presse. Mais ne l'oubliez pas, la primeur de l'info, c'est sur Scène de Presse. À dimanche. Merci Aurélie, il me reste plus qu'à remercier nos invités du soir. Il y avait Marcel Amoko, Benjamin Kisso, Jean-Pierre Foubonana, Jean-Baptiste Atemengue, Alice Sadio et Bernadette Amougou. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. La presse de la scène. Bonsoir.